Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. Il fait encore beau. J'espère que c'est le cas aussi pour chacune de vous. Quand je dis qu'il fait beau, personnellement, je dis il fait beau là, il fait beau là, puis il fait beau là, puis il fait beau dans l'ensemble de ce que je suis, là. Il me reste à en prendre soin et parfois c'est difficile, d'autant plus que, comme vous, nous sortons d'une fin de semaine d'Action de grâce et oui, ça a été très agréable. Je vais poursuivre et la lecture et les commentaires de la dernière émission. Pour ceux qui étaient absents la première fois, j'ai commencé à faire la lecture d'un texte qui a été baptisé par une dame, une ex-réalisatrice de Radio-Canada, Sylvie de son prénom, qui a baptisé le texte dont j'ai commencé à débuter la lecture, qu'il a baptisé de carte d'affaires. En m'écoutant, en me regardant, vous prenez rendez-vous avec l'histoire d'un drame dont je suis porteur. Très bref retour sur la première émission. Je dis que moi, les 10 commandements de Dieu, je les ai... Les termes exacts, c'est « fucké », mais en français, c'est « je les ai transgressés » là, du premier au dernier. Et dans la dernière émission aussi, je fais état d'une description du genre de couple que ma victime et moi, nous formions en 1989. Question de mettre le nouvel auditoire, s'il y en a un, là, je dirais au parfum de ce que je travaille avec les gars ici à la télé, là. Je vais reprendre quelques dernières lignes du texte sur lequel nous avons travaillé ensemble la dernière fois. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que vous avez dû remarquer que la photo présentant l'émission à la télé, elle a changé, c'est toujours réflexion sur la vie, mais Ghislain, avec le montage, a fait une emphase sur le mot « enfer ». Vous voyez bien aussi qu'il y a de la couleur rouge qui est celle d'un drame, si on veut. Et à côté de ça, il y a encore la figure du penseur de Rodin, qui réfléchit possiblement sur l'enfer. La porte de l'enfer, que ça s'appelle exactement, la photo rouge que vous voyez là, à gauche lorsque vous ouvrez l'émission. Donc, c'est la porte de l'enfer et le penseur de Rodin réfléchit là-dessus. C'est ce que j'ai fait, moi, pendant 23 ans et 4 jours, réfléchir sur tout de A à Z. Tout. J'ai eu le privilège de faire le ménage de là jusqu'au bout des orteils. Et pour ce faire, j'ai eu des aides extraordinaires. Travailleurs sociaux, je vais me répéter, travailleurs sociaux, criminologues, aumôniers de prison, psychologues, co-détenus, en fait. La réhabilitation, ce n'est pas l'affaire d'une personne seule, c'est impossible. L'homme, H majuscule, l'être humain, vous, moi, les autres, l'homme ne se construit pas seul, l'homme ne se déconstruit pas seul, et en ce qui me concerne, il concerne d'autres personnes, l'homme, toujours H majuscule, ne se reconstruit pas seul. J'ai eu à me reconstruire au complet, et ça continue, mais de façon beaucoup plus, je dirais, un peu de poésie, beaucoup plus tendre là, que ça l'a été durant ces 23 ans et 4 jours-là. Je reviens à carte d'affaires et à la lecture du texte, et là, ensemble, nous allons plonger dans le drame. Si c'est trop difficile pour vous d'écouter, je pense qu'il fait d'usage ou de bonne guerre que vous fermiez le téléviseur, mais il n'y a rien de voyeurisme là-dedans. Là. Ce sont une énumération de faits qui font qu'à un moment donné, je me suis retrouvé au bout d'un entonnoir et
ça a explosé. Donc, je retourne au texte pour présenter le genre de couple que nous formions avant le drame. J'écris ici, comme le sac est pour nombre important de gens du Québec passablement in, les mots à la mode, là, passablement in, passablement cool par les temps qui courent, je vous décris en québécois le genre de couple que nous formions. Un beau tabarnak, petite Chris. La victime et moi n'avons jamais formé ni de couple, ni de nous. Comme dit précédemment, le drame remonte à 1989. Et là, j'en fais la lecture. Arrive 1989. Plus précisément, la semaine du 13. Une semaine fatale, implacable. Le 13. Je suis expulsé de l'entreprise dont je détiens un important pourcentage des actions. J'étais copropriétaire d'une entreprise qui, à l'époque, dans la région de Québec, était considérée, pour l'époque, relativement importante. 21 employés, avec un associé, nous brassions des millions. Donc, le 13, je suis expulsé de l'entreprise dont je détiens un important pourcentage des actions. Le lendemain, 14, jour de la Saint-Valentin, ma future victime m'annonce que je m'en vais la conduire à un rendez-vous avec un autre homme. J'en déduis que je suis cocu. J'en déduis. Jeudi le 16, j'apprends que la décision de m'évincer de l'entreprise aurait été prise entre mon ex-associé d'affaires et celui qui, à l'époque, m'avait invité à renouer avec la pratique religieuse. Il m'était sorte de gourou spirituel. Pratique religieuse, moi, pendant 30 ans, j'ai fui ça. Moi, je suis un produit du petit séminaire de Rimouski dans les années 54-60. Donc, c'était l'époque où, oui, c'était des prêtres qui étaient nos professeurs et nous avions allé à la chapelle sur des bases obligatoires. En fait, il y avait tout. Et à la sortie de ça, j'ai mis fin à tout ça. Et en 88, je suis revenu à la pratique religieuse. Et là, j'ai eu la prétention d'avoir découvert la vérité. L-A majuscule, vérité, V majuscule. De nature excessive, donc j'ai fait des excès dans tout. J'ai dit que les 10 commandements de Dieu, je les ai transgressés. Vous pouvez imaginer que vous avez devant vous un bonhomme qui a vécu sa vie, là, comme je l'ai dit précédemment aussi, à fond la caisse. Et moi, j'étais un adepte du 110 %. Donc, au niveau de la pratique religieuse, j'ai fait la même chose. Je suis embarqué là-dedans. Puis, let's go, on part. 110 % de pratique religieuse. Petite croix sur le revers du veston, je brasse des millions, je fais une retraite fermée par mois, je vais à la messe 16 jours par semaine. Et arrive le 18 février. À partir de l'énumération que je viens de vous faire, le 13, expulsé de l'entreprise, le 14, mon ami d'alors m'apprend que je l'ai conduit à un rendez-vous avec un autre bonhomme. Et le 16, j'apprends que mon gourou spirituel aurait contribué à mon éviction de l'entreprise. Un entonnoir. Ma vie comme ça, c'est un entonnoir. Le goulot, là, vous et moi, là, on s'en va directement vers le goulot, là. Ce qui s'en vient, c'est le drame lui-même. Et je reprends la lecture de mon texte. Le tapis, celui de la vie, me glisse sous les pieds. Je me sens dérapé. Tout autour de moi s'effondre, comme les tours à New York, le 11 septembre. La détresse me frappe de plein fouet. Cœur, esprit, corps et âme entrent en collision avec un abîme d'une telle lugubre noirceur et j'y déboule. Vers la mort, je dévale.
l'erreur que j'ai commise, ou les erreurs que j'ai commises à cette époque-là, 13 février, 14 février, 16 février 89, c'est que je n'ai pas demandé d'aide à personne. Je me sentais capable d'affronter tout ça, tout seul, parce que j'étais un homme. Un homme, c'est fort. Mettez de l'orgueil là-dedans. Mettez une forme de lâcheté là-dedans aussi. Ajoutez-y de la vengeance. Et je pense qu'inévitablement, on se dirige, nous dirigeons vers une fin de celle qui est arrivée le 18 février 89. Dans le texte, je reprends, le 18 février, j'explose. Neurones et synapses dans mon cerveau éclatent. Il y a mort humaine. La mort de l'autre au lieu de la mienne. Les souvenirs de cette journée-là sont très, très vagues. Je vous fais grâce là, de narration de faits plus précis. Je les raconte dans le premier livre que j'ai écrit, oui, qui s'appelle « J'ai mal à ma liberté, j'ai tué sur le chemin du pardon ». Et je raconte là-dedans, là, de façon plus précise, sans verser dans une sorte de sensationnalisme, de voyeurisme ou de... Il y a un terme pour ça, là. Une sorte de violence, là, décrite là, avec... genre de description là, qui sent mauvais, qui n'est pas belle, qui n'est pas belle ni à voir ni à entendre. Je ne verse pas là-dedans. Je m'en tiens aux faits. Il y a mort humaine, la mort de l'autre au lieu de la mienne. 18 février 89, je reviens, mort de l'autre. Mise aux arrêts le 21 au autour. Une histoire derrière ça. Les policiers qui avaient procédé à l'enquête à l'époque à Sainte-Foy, ils ont été suspendus au mois d'août 89. Même moi, aujourd'hui, je ne comprends pas du tout les faits qui ont été rapportés. C'est une partie ténébreuse de ce drame-là. Là. J'enlève la vie le 18 et on trouve le cadavre de ma victime le 21, alors que ça s'était fait dans un appartement à Sainte-Foy, un petit appartement. Je n'ai jamais compris comment les bonhommes à l'époque n'avaient pas trouvé le corps de ma victime à tout événement. Dans les faits, je suis mis aux arrêts le 21, je suis au CHUL à Sainte-Foy, médicamenté pour me faire descendre la pression parce que la pression avait été extrêmement, extrêmement forte, le 18. Là. Et le policier arrive à la chambre, puis il m'invite à passer dans une pièce pour me faire la lecture de mise en accusation. Fait que je suis mis aux arrêts le 21 ou autour. Puis, comparution devant le tribunal m'évalue, on dit infirmerie. Pas question d'envoyer ce bonhomme-là en milieu régulier en prison, là, on va l'envoyer à l'infirmerie. Incarcération à l'infirmerie de la prison. Question de vérifier si je suis apte à subir une enquête préliminaire alors que je suis totalement, expression anglaise, excusez-la s'il vous plaît, là, alors que je suis totalement out of this world, complètement détaché, là, mortellement mal en point au plan émotionnel, rationnel, corporel et spirituel. Bref, tout de ma personne est dans la pire des dèches. J'ai dû faire 15 jours d'infirmerie. Je suis surveillé à journée longue. Question de vérifier mon état de santé mentale, qui à l'époque, j'avais la vie. Pour le reste, là, entre mes deux oreilles, là, complètement perdu. J'avais le goût de me demander d'avoir de la compassion pour les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale.
Je lisais une nouvelle cette semaine de mémoire, c'est dans la presse, peut-être vu par le Devoir aussi, là, où il est dit et écrit qu'au Québec actuellement, octobre 2019, environ 37 de nos adolescents souffrent de détresse psychologique. C'est plus que 1 sur 3. Pas beaucoup, mais quand même. Il y a 1 ado sur 3 au Québec actuellement qui souffre de détresse psychologique. Celle si bien décrite par un bonhomme que j'admire, le psychiatre français Boris Cyrulnik. M. Cyrulnik a fait des travaux sur la détresse humaine. J'ai eu l'occasion à quelques reprises de lui écrire, pas directement à lui, j'aurais bien aimé, mais je n'avais pas la façon de le rejoindre, mais par le biais de, exemple, l'émission de Catherine Perrin à Radio-Canada, où Mme Perrin a interviewé M. Cyrulnik dans des situations bien précises, là. Et j'écrivais à Mme Perrin en lui demandant si c'est possible de transmettre mon commentaire à M. Cyrulnik pour le remercier. Ayant moi-même souffert de détresse psychologique, je remercie à M. Cyrulnik de vulgariser c'est quoi. La détresse que j'ai connue, j'y ai contribué. Ma maladie mentale ponctuelle, parce que ça a été qualifié de psychose réactionnelle brève, j'y ai participé. Il y a des gens de la société qui y ont participé aussi. Quand je disais tout à l'heure que l'homme ne se construit pas seul, l'homme ne se déconstruit pas seul, ça fait partie de ça. Les valeurs attenantes à l'époque, qui sont d'accord, je présume celles d'aujourd'hui, là, brasser des millions en ce qui me concerne, j'ai tombé dans le panneau, let's go, la vie est belle, puis il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, on est dans le 110 %, on est dans le fond de la caisse. Je suis peut-être à ces mots-là, sans prétention, là, un genre de précurseur de la vie moderne. En 89, je vivais la vie que ben du monde vive actuellement. Excusez-moi l'expression une autre fois, mais la queue sur la fesse. Go, 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 puis on lâche pas, puis on lâche pas, puis on lâche pas. Il y aura un prix à payer pour ça. Et je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne veux pas l'être non plus, là. Mais les excès, quels qu'ils soient, ont toujours une facture. Dans mon cas, c'était des fractures. Il y a eu des fractures. Fracture moi face à moi, fracture familiale. Fracture familiale chez les membres de la famille de ma victime. Fracture sociale, nos employés de l'époque. Fracture sociale. Il y a une fracture au niveau de l'image que je donnais et ce que j'ai fait. Il y avait une différence, il y avait un monde entre les deux. Et ce monde-là, dans lequel je me suis retrouvé, bien, nous sommes en train de le décrire ici à la télévision en attendant l'enfer. Les portes de l'enfer de Rodin que Ghislain a mis sur l'image d'ouverture de l'émission, ça exprime très bien l'état dans lequel moi j'ai vécu une partie de ma vie. J'ai contribué à me rendre aux portes de l'enfer. Si je suis ici, c'est qu'il y a des gens qui m'ont pris dans cet état-là, là, puis m'ont suggéré de prendre une autre voie. VOIE, puis en écoutant aussi d'autres voies VOIX. Je reviens à l'infirmerie de la prison d'Orsainville. Dans le 15 jours qui a suivi le 21, jour de ma mise aux arrêts, là. Et j'ai graduellement repris connaissance de l'environnement. J'ai dégelé. Et je n'étais pas gelé de pof ou de farine blanche, de cocaïne dans le nez, là. J'ai dégelé à partir de ce que mon cerveau, synapses et neurones, quand ils ont pété, là, quand ça s'est rencontré puis ça a sauté, là, j'ai eu besoin de 15 jours pour récupérer. J'ai fait, dans la mesure du possible, une prise de conscience là, que j'étais en prison, mais ça a tout l'air que j'avais enlevé la vie de quelqu'un. C'était pas clair pour moi.
j'ai quand même assez réfléchi pour réaliser que j'étais dans la merde. À un moment donné, j'ai vu un message à la télévision, petite télévision communautaire, là, des annonces qui passent continuellement. Là. À l'infirmerie, il y avait une télévision, puis il y avait le site, la prison avait un petit réseau communautaire, puis on annonçait l'existence en fait, la possibilité d'obtenir un exemplaire de la Bible. Puis, je ne sais pas quelle idée j'ai eue du tout, je ne peux pas vous dire quelle motivation j'ai eue, je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. J'ai demandé au gardien un mémo, puis un crayon, puis j'ai écrit au gardien qui donnait son nom pour obtenir une copie de la dite Bible. Là. Et j'ai écrit, monsieur, j'ai vu votre annonce, est-ce que je peux avoir une copie de la Bible? Pendant 24 heures, je recevais là, une copie de la Bible que j'ai commencé à lire et que 30 ans plus tard, je lis encore. Mais si je la lis, c'est par besoin. Vraiment par besoin, là. Des besoins dont l'origine est la prison. Dans la merde. Puis, la Bible, pour moi, c'est pas une béquille, là. C'est pas une affaire de parure non plus, là. C'est que j'en ai viscéralement besoin. Jusqu'à date, en tout cas, ça me nourrit. Demain, est-ce qu'elle va me nourrir encore? J'ai aucune idée. Mais pour l'instant, ça fait ça. On retourne en prison ensemble, ça va? L'infirmerie, 15 jours. Et j'écris ici, mon statut de prisonnier d'alors. Point d'interrogation. Quel était mon statut de prisonnier? Prévenu. Il y a une petite note de votre page ici, là. Un prévenu est en attente de jugement, ou coupable ou non, alors que le détenu a été condamné. Puis là, je fais une référence sur l'explication de comment ça marche, là, le système carcéral là, au Québec, entre la désignation d'un prévenu par rapport à un détenu. Donc, mon statut de prisonnier d'alors prévenu, c'est ce que j'étais. Condition carcérale pour qui en fait un choix devient aussi, là j'insiste sur le mot aussi, qui devient aussi occasion au pluriel, devient aussi occasion idéale pour réfléchir, penser, méditer, faire examen de conscience pour en arriver à dresser un bilan de sa vie, comme le suggère tellement bien le penseur d'Auguste Rodin. Il m'est arrivé de penser qu'il serait peut-être de bonne loi que les autorités carcérales installent devant l'entrée de toutes les prisons provinciales et de tous les pénitenciers un exemplaire de la statue de Rodin. Et si on invitait le détenu, parce que quand on se ramasse après ça en prison, on passe de prévenu à détenu, c'est un endroit idéal pour réfléchir. Donc, s'il y avait à l'entrée des institutions carcérales une reproduction du Le Penseur de Rodin et que nos intervenants nous disaient, bien, Gaston ou Michel ou un autre, là, regarde, on t'invite à prendre cette position-là pour réfléchir sur ta vie et réfléchir sur le pourquoi tu es ici en milieu carcéral. En sus de ce qui précède, l'emprisonnement favorise pour qui en prend aussi la décision, la mise en forme physique. Petite parenthèse, quand je suis rentré en dedans, je pesais 228 livres. Je suis dans les 130, 135 aujourd'hui. Ça a fait partie de ma réhabilitation, ça. Je continue dans la lecture de mon texte, là. Avec de l'aide, je me mets à l'œuvre. Un contrat, et c'est vraiment le cas, là, un contrat entre moi et moi. Avec l'aide des autres, et dont la réalisation s'étendra sur une période de 23 ans et 4 jours bien comptés, qui, au fond, constitue ma vraie sentence. Est-ce qu'il y a une sentence valable pour qui enlève la vie à un être humain? Je suis juge et partie. Il y a des gens qui ont souhaité, qui souhaitent encore, il y en a, que je sois mis à mort. C'est leur choix. La seule réponse que je peux avoir, est-ce que ma mort à moi ramènerait à la vie ma victime? Vous avez la réponse, j'ai la mienne. Personnellement, je me considère comme étant un sentencié à vie. Et là, je ne fais pas ça pour attirer de la pitié, là, s'il vous plaît. Abstenez-vous. Okay?
je vis avec ce que j'ai fait et je vis parce qu'il y a des gens autour de moi qui m'aident à vivre. Si je n'avais la foi, et je ne dis pas que je suis détenteur de la foi, là, mais si je n'avais la foi dont j'ai besoin, il y aurait longtemps que j'aurais mis fin à mes jours. Et je pèse mes mots. Je ne peux pas vivre, moi, sans pouvoir m'accrocher à quelque chose qui est d'ordre d'espoir, voire même d'espérance. Je retourne en prison avec vous, sorti de l'infirmerie, je suis un prévenu, je suis dans ce qu'on appelle une wing, on est 12, 13 gars dans une wing. Où j'étais, il y a 4 wings, donc au total, ça fait peut-être une soixantaine de gars, là. On retourne en prison, puis j'écris. Sans ordre chronologique, voici quelques moments forts de mes souvenirs, de cette première incarcération. En tout premier lieu, le bilan. Oui, faire le plus introspectif examen de l'état des lieux de toute ma personne et de toutes mes composantes, rationnelles, spirituelles, corporelles et spirituelles, est-ce que je l'ai dit? Émotionnelles. Le diagnostic d'alors, point d'interrogation, ma vie, c'est 0 plus une barre. Je n'ai plus rien et si pire encore. Dans un large cylindre noir, je me sens descendre. Je suis en train de faire le bilan, là, puis c'est laid. C'est extrêmement laid. C'est effectivement, comme je l'écris, c'est noir. Les parois auxquelles je tente de m'agripper me glissent sur les mains. La descente est vertigineuse. Pendant que je fais ce bilan-là, oui, c'est vertigineux comme descente. C'est étourdissant. Et mon cerveau d'être du même coup martelé. Puis ça cogne dans ma tête. J'ai plus rien, j'ai tout perdu, jusqu'à ce que j'entende, venant de je ne sais où, cette petite voix qui me glisse, subtile et forte à la fois, à l'oreille et au cœur. Chut, tu as la vie. C'est la première fois, j'ai 45 ans à l'époque, où je réalise que la vie m'habite. Vraiment, là, j'ai enlevé la vie, j'ai plus rien. Mais il y a une petite voix qui me dit « Tu as la vie ». C'est un choc. Puis avoir brassé des millions, là, réaliser qu'on est vivant, là, après avoir fait ce que j'ai fait, là. Ma réaction de l'époque, c'était de me diriger directement, parce que j'avais fait cette réflexion-là en marchant dans le corridor. Je suis rentré dans ma cellule, puis comme un veau, j'ai pleuré. J'en avais besoin. Je profite de l'occasion, nous achevons l'enregistrement de l'émission, là, pour saluer la vie. Je salue la vie qui vous habite, je salue la vie qui m'habite, je salue la vie qui nous habite. Pouvoir la définir, cette vie-là, avec vous, ce serait vraiment intéressant. On aurait une rencontre dans un salon ou ailleurs, puis on jaserait sur c'est quoi la vie qui m'habite, est-ce que je peux la définir? Comment je souhaite la vivre, comment je la vis, comment je l'ai plus ou moins bien vécue, comment je l'ai bien vécue. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire sur la vie. Et là-dessus, je termine en vous souhaitant la meilleure poursuite de votre vie et de notre vie commune. Au revoir. Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.